Merci à tous de nous avoir rejoints. On va continuer avec un panel sur la métamorphose de la communication. Et pour cela, j'appelle sur scène Thomas Jean-Jean, Managing Director de Criteo, Olivier Figon, fondateur de Search XPR, et Aurore Daumont, présidente de Figaro Média. Alors Thomas, on va commencer avec toi, si tu le veux bien. J'étais en train de faire le service en fait. C'est gentil. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités de communication que n'exploitent pas complètement les sites marchands et sur lesquels ils pourraient faire bien mieux? Fais-nous rêver. Vaste question. Merci, c'est hyper sympa de commencer par ça. Alors, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais avant de parler des opportunités de communication, je voudrais juste revenir sur les enjeux que vous connaissez tous, mais parce qu'en fait, à chaque enjeu, on va associer une opportunité de communication qu'on trouve un peu sous-estimée ou sous-exploitée. Les enjeux sont super simples. Ce que veulent les sites de e-commerce aujourd'hui, développer la notoriété, acquérir du trafic utile, du nouveau trafic frais sur le site, améliorer la performance, générer du chiffre d'affaires et fidéliser leurs clients, upseller, cross-seller. Alors sur ces trois enjeux-là, je crois qu'il y a quelques opportunités qui ne sont pas totalement exploitées aujourd'hui et je vais commencer par celle qui est la plus proche de notre métier historique chez Criteo. Je vais parler de la partie génération de chiffre d'affaires et performance. Alors ça va vous faire marrer, mais ça fait 4 ans qu'on dit c'est l'année du mobile. Et cette année, c'est l'année du mobile, on ne nous l'a pas dit. Je ne vais pas me décrédibiliser, mais enfin là, c'est quand même vraiment l'année du mobile. Donc voilà, alors si jamais ce n'est pas le cas l'an prochain, bah, surtout vous ne m'invitez pas. Mais c'est vraiment l'année du mobile. Non, plus sérieusement, je voudrais partager avec vous 2-3 chiffres qui, de notre point de vue, sont assez spectaculaires. Le e-commerce au UK, depuis 1 an, fait 15% de croissance tous les trimestres, ce qui est très bien, c'est une croissance solide, c'est parfait. Quand on décompose la croissance du e-commerce au UK et qu'on regarde la croissance du desktop versus la croissance du mobile, on se rend compte d'un truc assez frappant, c'est que la croissance du e-commerce au UK sur le desktop est à 0% depuis 3 trimestres. Donc il n'y a plus de croissance du e-commerce au UK depuis 3 trimestres sur le desktop. Toute la croissance de ces 15%-là viennent du mobile. Donc je pense que là, on a quand même une opportunité qui est juste une histoire d'urgence mobile, parce que la question, ça ne doit pas tellement être est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. La question, c'est plutôt comment je fais pour rattraper mon retard. Parce que, y compris en France, alors on n'est pas sur le même phénomène encore aussi fort, mais y compris en France, on assiste quand même à une vraie explosion du e-commerce sur le mobile. Et je voudrais aussi vous citer quelques chiffres de Criteo pour le coup, mais on a lancé nos solutions mobiles en septembre sur Android, sur iOS et sur les applications. En septembre, on faisait 0% de notre chiffre d'affaires dessus. En fin mars, on faisait 15% du chiffre d'affaires monde de Criteo sur le mobile. Et on faisait 15% du chiffre d'affaires France de Criteo sur le mobile. Donc si on fait du chiffre d'affaires, c'est parce que nos clients en font. Et quand on regarde les données, on est aujourd'hui sur un run rate en fin d'année. Donc en gros, si on continue sur ce trend-là, fin d'année, on aura généré plus d'$1 milliard de ventes post-clic pour nos clients e-commerçants sur leur site au travers du mobile. Versus l'an dernier, on a fait en tout 9 milliards de ventes post-clic. Donc voilà, le mobile pour moi, c'est quand même un vrai sujet. Donc je sais que tous les e-commerçants y sont, qu'il y a beaucoup qui ont des réticences parce que la performance n'est pas là. La performance, elle est là si on active les bons leviers. Et puis surtout, l'usage, il est là. Donc il faut juste absolument y aller et mettre vraiment le paquet pour y aller cette année parce que, comme au UK il y a quelques temps, il y a des e-commerçants qui ont vraiment perdu des parts de marché parce qu'ils n'étaient pas sur le mobile. Donc ça, c'est sur la perf. Sur l'acquisition de trafic, il y a le RTB qui est arrivé, qui améliore pas mal de choses. Il y a des sociétés très programmatiques qui vous apportent du trafic frais et qui sont aussi intéressantes. Donc ce sont des opportunités qu'il faut évidemment explorer parce qu'elles peuvent amener de la performance. Il y a une opportunité qui est très pragmatique chez nos clients que l'on constate et puis on se dit que c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser, c'est que sur vos sites, vous avez tous des visiteurs qu'on appelle les visiteurs dormants. Et on a fait une étude mondiale, on a fait cruncher un peu de la donnée par nos BI, et on s'est rendu compte qu'au niveau mondial, si un utilisateur qui arrive sur votre site ne revient pas dans les 15 jours qui suivent sa première visite, vous ne le reverrez tout simplement plus jamais.
Donc dans l'année, il ne reviendra pas s'il est parvenu dans les 15 jours sur votre site. Et ce bassin-là d'audience, ce trafic, ces utilisateurs qui sont dormants, dans une logique de réactivation et d'acquisition de trafic, il y a quelque chose de très pragmatique à faire qui est tout simplement de réactiver ces dormants dans le cadre de vos campagnes de communication et d'acquisition de trafic. Et le dernier élément sur la fidélisation, et puis après j'arrête de parler, dernier élément sur la fidélisation, qui est quelque chose qui est vraiment en train d'arriver et qui clairement est une opportunité très très forte, c'est ce qu'on appelle notamment le CRM display. Et en fait, c'est la capacité que certains e-commerçants mettent en œuvre de pouvoir connecter leurs données CRM, les digitaliser et pouvoir adresser en display, en email et pourquoi pas demain en search, des messages de communication orientés fidélisation client, orientés upselling, orientés cross-selling, comme vous le faites en email ou en papier quand vous envoyez du papier. On peut aujourd'hui le faire de manière très très simple en utilisant des canaux très modernes et très user-centriques. Et cette opportunité-là, elle est un peu compliquée parce qu'il faut mettre en place des DMP, il faut avoir quelques projets SI. Mais ceci étant dit, dans cette espèce de jungle qui est le e-commerce aujourd'hui, avec des plateformes mondiales que je ne citerai pas qui font un peu mal à tout le monde, de bien travailler ses clients et de bien les fidéliser avec des technologies qui aujourd'hui ont fait leur efficacité, ça me semble être une opportunité qu'on peut encore exploiter. On va creuser les aspects data et RTB tout à l'heure avec Thomas. On va poser la même question à Aurore. Quels sont les leviers aujourd'hui qui ont la cote, ceux qui marchent pas? On va afficher une slide derrière Aurore qui va montrer l'ampleur du groupe voilà, Figaro Média. Et... En fait, c'est vrai qu'avec l'ampleur du groupe Figaro Média, on se dit mais au fond, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Et notre enjeu, c'est ça. On peut dire qu'on a 3 grandes phases et dans la construction d'un groupe média et surtout dans ce que l'on peut faire dans le partenariat avec vous. Nous, on est convaincus que jusqu'à présent, vous n'avez pas profité de la richesse que pouvait offrir un groupe média. Et c'est bien normal, puisque pour que vous puissiez profiter de cette richesse-là, il fallait 2 choses. Il fallait que les groupes médias, qui sont nativement pas tous digitaux, acquièrent une certaine puissance. Parce que nous, notre actif de base, c'est le contenu qui est propriétaire. Nous avons 500 journalistes avec des spécialistes sur 12 grandes thématiques. Donc on couvre tous les centres d'intérêt. On a fait une très grande mutation qui a été la mutation digitale, dont on a beaucoup entendu parler sur les médias, avec une recherche de puissance. Et aujourd'hui, c'est chose faite, puisqu'on est à 13 millions de visiteurs uniques. Et surtout, cette puissance se décline maintenant, tu parlais de mobilité, énormément sur le mobile, puisqu'on est environ à 5 millions de mobinautes et 5 millions de tablonautes. Donc on voit que les usages créent une très grande possibilité pour nous de nouveaux points de contact. Donc on est passé maintenant à 30 millions de points de contact par mois, c'est-à-dire 65% de la population française. Et l'enjeu pour nous, c'était arriver à réconcilier ces points de contact et à mieux les identifier. Puisqu'auparavant, le métier d'une régie nativement print ou d'ailleurs télévision ou d'autres, puisque j'ai eu la chance de travailler aussi beaucoup en radio, c'était de vendre du contextuel, du contenu, une audience qui était qualifiée sur la base des centres d'intérêt. En fait, la très grande mutation, et j'aime beaucoup le thème de la métamorphose, parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Figaro, c'est de passer de ce métier de vente de contexte et de contenu à un métier de vente d'individus. Et cet individu, l'enjeu pour nous, c'est de vous l'offrir extrêmement qualifié, avec peut-être une valeur ajoutée que l'on a mal su monétiser, mais même offrir jusqu'à présent, c'est la très forte désirabilité qu'on peut lui communiquer au travers de l'emplacement où il est. Donc en fait, il y a un très gros chantier qui a un nom fortement emblématique, puisque ce nom est Prométhée au Figaro depuis maintenant 1 an, c'est l'enjeu de la data. Alors tout le monde en parle, mais au fond, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça sert? Et surtout, c'est la question pour nous qui est centrale, et on ne fait rien sans se demander ça avant. Mais surtout, comment on peut la mettre à votre service, cette data Figaro qu'on appelle la Fig Data. Donc, comme tout le monde, on a, enfin comme tout le monde, pas comme tout le monde, mais en tout cas comme vous, on a une très grosse base CRM. On a 11 millions de clients avec lesquels on est en contact régulier. Et sur ces clients, le premier enjeu pour nous, ça a été d'arriver à les surqualifier. Et on a maintenant plus de 8 millions de clients sur lesquels on a l'adresse mail. Et la moitié, on a une adresse mail plus postale. Donc ça déjà, c'est un atout important. Ça, c'était notre premier projet important et la réconciliation de tous les clients du groupe, parce qu'on nous connaît bien évidemment comme un groupe média, on nous connaît moins comme un acteur du e-commerce,
mais on est un des très peu groupes médias à avoir à la fois des sites marchands avec Tic et Tac, par exemple, avec Figaro Classify, donc on est un très gros pourvoyeur d'annonces, par exemple, notamment immobilières, et on a réconcilié l'intégralité de cette base CRM. Donc, premier atout. Mais ça ne suffisait pas, bien évidemment. On a beaucoup appris, nous aussi, de l'achat programmatique. Donc, on est un des acteurs fondateurs de la place média. Et ce qu'a changé cet achat programmatique pour nous, au-delà de cette capacité à vendre de l'audience en temps réel et aux enchères, ça a été l'arrivée pour nous de la connaissance que Nogan nous a apportée. Et donc, cette First Data Publisher, qui est une data centre d'intérêt et qui est collectée sur une navigation régulière sur nos sites. On s'est dit que ça ne suffisait pas. Donc on a un partenaire avec lequel on travaille aussi d'ailleurs, mais on s'est dit que ça ne suffisait pas. Et on est un des premiers groupes médias à avoir fait l'acquisition, il y a maintenant quelques mois, de notre propre DMP. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu réconcilier notre base CRM et la navigation. Et là, on a commencé à franchir des caps additionnels dans l'offre aujourd'hui de la data qu'on peut donner. Parce que plus notre internaute navigue sur nos 12 verticales de contenu, et plus on apprend des choses sur lui qu'il est très difficile à obtenir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la granularité, elle vient aussi de la fréquence. Et quand on est un site d'actualité, alors la Coupe du Monde est un bon exemple, mais tout est un bon exemple, on a en fait une certaine addiction. C'est pour ça que notre public revient tous les jours pour savoir ce qui se passe, voire plusieurs fois par jour. C'est pour ça qu'on croit beaucoup au mobile, puisque le mobile accélère la fréquentation quotidienne. Et donc notre data, elle est fraîche, elle est ultra qualifiée, elle est ultra segmentée. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on arrête là non plus, puisque ce chantier est abouti. Et on travaille maintenant la data par le graphe. Donc maintenant, on est sur ces nuages, sur cette finesse encore plus forte de la data pour arriver à faire une recommandation de produits personnalisée, en temps réel et abritée dans du contenu. Et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande différence. C'est qu'en fait, toutes nos expositions mélangent le contenu, notre marque et donc la caution et la confiance de la marque Figaro avec cette granularité très fine. Et c'est ça ce qu'on offre aujourd'hui. Et cette capacité donc à toucher un individu particulier qui recherche un produit particulier, aujourd'hui vous la mettez à disposition des e-commerçants. Oui. Alors on s'est dit qu'avant de la mettre à disposition, on allait d'abord la tester chez nous. Oui. Parce qu'on a tous eu des expériences malheureuses avec la data en se disant mais finalement ça marche presque moins bien avec que sans. Surtout quand on est un site média, parce que le premier choix que vous faites, c'est en fait un centre d'intérêt quand vous venez chez nous. Donc vous êtes déjà qualifié. Et on l'a testé sur notre site e-marchand, alors sur beaucoup, mais en particulier sur Tic et Tac. Donc d'abord on-site. Et on a des widgets qui font de la recommandation. C'est un peu dommage parce que c'est le choix cornélien que l'on doit faire entre le chef de produit et l'algorithme, au fond. Donc on a testé. Et si je vous donne quelques chiffres, quand on a appliqué cette méthode du graphe, on est passé d'un taux de clic sur la base de 1 million d'affichages de 2,66 à 5,18%, donc plus 95%. Le taux de transformation a lui doublé, de 40% à 4,52 et le prix du billet moyen est passé de 22 € à 24. Donc on voit que ça marche. On est en train de tester là sur maintenant off-site, c'est-à-dire qu'on tag sur notre propre verticale culture, puisqu'on a 4 millions de visiteurs uniques, les centres d'intérêt de nos internautes, et on leur propose une recommandation contextuelle qui arrive à la fin d'un article, donc totalement intégré, façon native advertising, mais un peu plus fine que ça. Et là aussi, on a des scores assez surprenants. Donc on teste chez nous pour, en septembre, pouvoir offrir à nos amis et pouvoir tester avec eux des modèles qui marchent déjà chez nous et pas vous faire courir le risque d'être déçus, puisque c'est quand même ça aussi le fond du sujet. Alors Thomas, quand on travaille sa data, qu'on est un e-commerçant, on a a priori déjà pas mal de data. On a souvent pas mal de mal à la mobiliser. Ensuite, on peut en acheter. On peut acheter de la data, ce qu'on appelle third party. C'est de la data qu'on va acheter sur des places de marché. Beaucoup de commerçants me font... On peut en vendre aussi. On peut en vendre. Et beaucoup de commerçants me font des retours que les campagnes avec des data third party, finalement, ont des résultats en termes de conversion qui sont moins bons que des campagnes sans data. Est-ce que c'est vrai ? Je ne veux pas être désobligeant avec certaines personnes dans la salle. Est-ce que c'est vrai ? Je ne vais pas faire de généralité parce que ça serait un peu prétentieux de dire que c'est une généralité, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne croit pas beaucoup à ce qu'on appelle la third party data, donc de la donnée agrégée. On n'y croit pas beaucoup parce qu'on l'a un peu comme toi testé.
pour nos clients. Donc on achète de la donnée et on diffuse des campagnes display. Ça marche bien. Donc on a eu 2 expériences malheureuses. On achète de la donnée, ça marche bien 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis au bout de 3 semaines, ça marche plus du tout. Et ça sur plusieurs clients. Donc la problématique, c'est qu'à un moment, c'est un peu compliqué d'aller expliquer à votre client que vous ne savez pas pourquoi ça marchait il y a 3 semaines et ça ne marche plus maintenant. Donc ça, on a arrêté parce que de notre point de vue, ce n'est pas consistant, ce n'est pas pertinent dans le temps, ou en tout cas, on n'a pas réussi à nous le montrer, et qu'en plus de ça, la logique de la donnée totalement agrégée manque un peu de transparence sur d'où elle vient, comment elle a été exposée, et finalement, est-ce qu'elle est encore fraîche et utilisable. De l'autre côté, on a certains de nos clients qui vendent leurs données. Et ce qui est aussi un relais de croissance intéressant, on pourra peut-être en parler après. Et en fait, la problématique là-dedans, c'est que cette donnée que les e-commerçants vendent, elle leur sert avant tout à générer du business. Et on travaille avec une très très grande chaîne hôtelière américaine pour qui on fait des campagnes depuis des années. Et un jour, les performances s'écroulent complètement du jour au lendemain sans raison. Alors comme une boîte de techno, d'abord on cherche si on n'a pas un bug, parce que ça peut arriver. On cherche, on ne trouve pas, on appelle le client nous dit non, non. Puis 3 heures plus tard, il nous rappelle, il nous dit ah oui, en fait, si. Parce qu'en fait, j'ai vendu ma donnée à Hilton. Et Hilton, ils ont bien diffusé de la publicité avec des CPM extrêmement chers. Et du coup, la cannibalisation du core business de notre client quand il a vendu cette donnée, elle a été monstrueuse. Il a tout de suite arrêté de vendre sa donnée. Et voilà, donc il y a ces 2 enjeux, donc la donnée agrégée. Donc il y a l'enjeu d'acheter de la donnée et il y a l'enjeu éventuellement de vendre une partie de ces données, mais les bonnes. Est-ce que là justement vous avez des exemples d'opérations qui peuvent faire sens, d'achat de données? Donc je suis un e-commerçant, je veux enrichir mes données. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'opérations qui peuvent faire sens? Et de l'autre côté, des opérations qui peuvent faire sens quand on vend sa donnée, qu'est-ce qu'on peut en tirer et sans cannibaliser son core business? Oui, alors on a des exemples, c'est un très bon sujet, c'est un sujet sur lequel on travaille un peu comme toi de manière test and learn depuis quelques mois, avec des très bons résultats, parce qu'en fait notre constat, c'est que d'un côté on a des e-commerçants qui ont besoin de trouver des nouveaux relais de croissance, et ils sont déjà dans la monétisation de leur audience sur leur site depuis des années, et ils ont besoin de trouver ces nouveaux relais de croissance. De l'autre côté, on a des marques qui ont besoin de toucher des cibles 100% utiles et qui n'acceptent plus tellement ce qu'on appelle la déperdition publicitaire. Donc on a un peu testé la logique d'interconnexion entre ces 2 mondes, avec un acteur au milieu qui en l'occurrence était nous, qui garantissait la bonne exécution de ces 2 éléments. Et en fait, ça a tellement bien marché qu'on a décidé, et on l'a annoncé ce matin, de lancer un pilote sur la France qu'on appelle Criteo Media Solutions, dont le but est de créer une marketplace first party data, transparente et totalement choisie, avec des cas d'utilisation totalement concrets. Tu parlais des classifieds tout à l'heure. Des gens qui sont dans un processus ou qui viennent de passer un processus d'achat de maison sont des gens qui sont extrêmement intéressants pour des gens qui vendent du bricolage ou de l'énergie. Des gens qui, dans le domaine des e-commerçants, parce que ça, on peut aussi, là on raisonne hors industrie, mais on peut aussi raisonner industrie. Des gens qui viennent de réserver un voyage au soleil sont des internautes qui sont extrêmement intéressants pour des e-commerçants qui vendent de l'habillement pour des maillots de bain, etc. Et donc l'idée, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va essayer de faire dans un mode un peu comme toi, très pragmatique, test and learn, c'est de dire, si au milieu vous avez un partenaire qui n'a aucun intérêt à cannibaliser le business du e-commerçant, parce qu'en fait c'est son propre business, et qui assure la transparence de gré à gré, le fournisseur de données dit sait à qui il vend sa donnée, et l'acheteur de la donnée sait à qui il achète sa donnée, et au milieu il y a un tiers qui opère la publicité. Je pense qu'on a les moyens, un peu collectivement, de lutter contre, une fois de plus, l'apparition de grands mastodontes mondiaux qui, petit à petit, grignotent le core business des e-commerçants et qui, de plus, se sont lancés sur ce genre d'activité. On parle d'achat et de vente, il y a aussi les rapprochements qui sont intéressants, parce que nous, on est presque les plus éloignés en termes de sourcing de données des e-commerçants, puisque nous, on est en amont, et on est nous-mêmes capables de générer une donnée de désirabilité, puisque le contenu qu'on propose donne envie, et c'est par ce biais-là qu'on qualifie la donnée. Donc on est sur une donnée à la fois à force centre d'intérêt et en amont. Et c'est d'ailleurs en discutant avec certains e-commerçants qu'on s'est dit, mais au fond, vous êtes à la fin de la chaîne, nous on est en amont de la chaîne, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ensemble dans ce croisement-là? Et vous savez ce qu'ils vont acheter,
Nous, on sait ce qu'ils auraient envie de consommer. Travaillons ensemble pour un enrichissement mutuel dans un profit collectif. Donc il y a aussi des façons différentes, je pense, de concevoir aujourd'hui la data, son utilisation et la surqualification qu'on peut en faire. Nous, bien évidemment, on ne vend pas notre donnée est propriétaire. On y tient beaucoup parce qu'elle est précieuse et qu'elle est très qualifiée. On n'en achète pas non plus. Par contre, on travaille sur tout ce qui est jumeaux statistiques. Alors, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire, vous êtes intéressé par la culture, a priori, l'art de vivre vous intéresse. Si vous êtes intéressé par de l'automobile, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas intéressé par les voyages et par les montres, par exemple. Et en plus, comme on peut croiser ça avec des niveaux de revenus, parce qu'on a la chance d'avoir un public qui a un pouvoir d'achat, mais aussi un désir d'achat très fort, on arrive à faire des segments comme ça, en juxtaposant les données que l'on a, qui sont extrêmement intéressants. Et extrêmement intéressants à construire pour une certaine partie d'achat. Donc en fait, nous, on aime bien partir de qu'est-ce que vous avez à vendre et comment nous, on crée le désir de ça. Et c'est ça qui est intéressant dans notre nouveau métier. C'est pour ça qu'on révolutionne et on métamorphose aussi la régie, puisque ce sont des compétences, bien évidemment, que l'on n'avait pas dans la régie, mais que nous avions déjà beaucoup dans le groupe. Thomas, quand on est un e-commerçant, qu'on est un e-commerçant plutôt important, il faut forcément monter sa DMP? Ou est-ce qu'il faut acheter celle de Criteo? Non, On n'a pas de DMP. Oh là là. Bientôt. Que les choses soient claires, on ne se positionne pas du tout sur le segment de la DMP. En fait, on a un principe assez fort, c'est que ce sujet-là, c'est quand même un sujet qui est stratégique pour les entreprises, parce que c'est le sujet de leurs données et de leur cœur business. Donc, nous, le conseil que l'on donne, même si on n'est pas dans ce métier-là, le conseil que l'on donne à nos clients, c'est lorsque vous entrez là-dedans, dans cette logique-là, veillez bien à différencier l'aspect technologique de la DMP qui est je collecte de la donnée, je la segmente, je l'agrège, enfin je collecte, je l'agrège, je la segmente et je la mets à disposition, de l'aspect activation de la donnée. Parce qu'à un moment, si vous prenez un prestataire qui vous fait à la fois la DMP et vous fait à la fois l'activation, globalement, vous êtes un petit peu liés. Et donc c'est tout à fait pour ça que... Il a un peu la main en fait. Il a un peu la main. Donc c'est tout à fait pour ça que nous, on ne veut pas aller sur la DMP, parce que si on va sur la DMP, on pense qu'on est un tout petit peu jugé parti. Donc ça c'est la théorie. Après, dans la pratique, est-ce que tout le monde doit avoir une DMP? Je ne suis pas certain. Je pense que si on revient aux enjeux, c'est si vous avez dans vos business des enjeux de fidélisation, d'upsell extrêmement forts, si vous voulez vous lancer dans de la monétisation off-site de vos données, et si vous voulez tout simplement mieux comprendre l'écosystème et vos clients parce que vous pensez que c'est un besoin vital, effectivement, il faut se lancer là-dedans, sachant qu'il n'y a pas forcément besoin d'envoyer des fusées sur la Lune et d'acheter les trucs absolument dernier cri du marché. On peut très bien, avec un bon tag management, plus un certain nombre d'outils à côté, faire déjà une première couche qui est suffisamment intéressante pour apprendre des choses. Et quand on est un marchand assez vertical, et qu'on se dit tiens, la place de marché de Criteo, ça m'intéresse parce que moi je pourrais trouver finalement une cible qui correspond à ma verticale et donc j'achèterais bien cette donnée, mais qu'on n'a pas les moyens de mettre en place une DMP pour finalement acheter cette donnée, comment on fait? En fait, comme si on travaille déjà avec ce e-commerçant, cette donnée-là, on l'a déjà. Donc du coup, c'est tout à fait natif puisque c'est de la donnée on-site que l'on va utiliser et que l'on va monétiser avec l'accord du client. Donc il n'y a pas besoin de la DMP pour le faire. Si vous avez une DMP, vous avez plus de valeur dans la donnée, donc c'est encore mieux, encore plus riche. Mais pour commencer, il n'y a pas besoin de DMP pour le faire. Il faut les tags Criteo par contre. Il faut des tags Criteo. Alors Olivier, on va passer à vous parce qu'on est sur un thème de disruption. Et on a vu comment le Figaro ou Criteo permettent aux marchands justement d'obtenir de nouvelles opportunités. Vous êtes en train de lancer un système qui est assez révolutionnaire dans sa manière d'être mis en œuvre. On va regarder une petite vidéo qui nous explique comment il fonctionne et ensuite vous allez nous commenter ça. Alors, si on peut lancer la vidéo.
début, vous n'êtes pas du tout lancé sur le e-commerce parce que vous, au départ, vous travaillez sur l'intelligence artificielle et sur les sciences cognitives. Et vous avez mis en place une techno, et là vous vous êtes dit, on pourrait peut-être l'appliquer à l'e-commerce. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place, ce que vous avez créé? D'accord. Bon, déjà, Thomas, nous, on a décidé de lancer une fusée sur la Lune. C'est ce que je vois. Et effectivement, comme le dit Alain, c'est une aventure qui a commencé par une conversation totalement stupide il y a 5 ou 6 ans avec le professeur Marini, cofondateur et avant tout un ami, mais accessoirement mon patron et encore plus accessoirement le fondateur et le père de cette nouvelle technologie. En fait, si vous voulez, la conversation portait sur le sens d'un vrai faux conte perse qui s'appelle Les Trois Princes de Sérandipe. Je ne vais pas vous le résumer ici parce que ça prendrait énormément de temps. Jean-Luc a fait 5 ou 6 années de recherche à la croisée de 2 sciences. Vous savez qu'en France, on n'aime pas trop sortir des cases. Mais Jean-Luc a travaillé beaucoup sur l'intelligence artificielle et effectivement les sciences psychocognitives. Et cette histoire de légende des princes de Sérandipe l'a amené un jour à me dire, Olivier, j'ai mis au point sur le papier un principe que personne n'a vu. Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est le principe de sérendipité psychocognitive. Alors, je lui ai dit, venant d'un mathématicien, j'ai dit, il est devenu fou. Et il me dit, je lui ai dit, mais tu vas faire quoi avec ça? Il me dit, on va fabriquer la machine à faire des émotions. On est parti sur cette idée-là. Et en France, c'est vrai que c'est très difficile de rentrer dans des ruptures technologiques. Financièrement, c'est extraordinairement compliqué, comme beaucoup d'entre vous le savent ou peuvent l'imaginer. L'État français nous a énormément aidés. Et mois après mois, au bout de 3 ans, on a sorti cette machine à fabriquer des émotions. C'est vrai qu'au départ, l'e-commerce n'était pas notre objectif. Ouais, parce qu'en fait, votre techno peut s'appliquer à plein de secteurs. Ouais. Mais vous avez commencé par l'e-commerce, mais ça peut très bien s'appliquer à d'autres secteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour qu'on voit précisément ce que permet l'algo? Absolument. Je pense qu'il faudra que j'en vienne à la notion d'émotion aussi. Je crois que c'est très important pour les e-commerçants. Mais un exemple tout simple, mais il faut comprendre le fonctionnement de, si vous voulez, de tout un chacun. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Et vous avez toujours 2 objectifs, en fait. Un objectif conscient, donc quand vous faites une recherche, mettons sur un moteur de recherche, nous on a commencé par se greffer sur le moteur Bing, pour voir ce que nos technologies pouvaient donner. Donc, si vous faites une recherche, vous avez un objectif extrêmement précis en tête, et si on vous donne exactement ce que vous cherchez, on dit c'est fantastique, c'est 100% pertinent, donc je suis 100% satisfait. Donc j'ai tapé canne à pêche, on m'affiche des cannes à pêche. Exact, mais je vous dis bien, c'est 100% pertinent, donc je suis 100% satisfait. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça? Est-ce qu'au-delà des 100% de pertinence, il n'y a pas une porte qu'on peut ouvrir et trouver quelque chose derrière, et qui est un espace aujourd'hui totalement vierge et qu'il faut continuer à exploiter, à creuser? Donc je m'explique. Très souvent, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans cette situation. Vous attaquez une recherche sur Internet ou sur un site de e-commerce avec une idée plus ou moins précise, et vous commencez à ce qu'on appelle errer. Donc vous rentrez dans on appelle une errance navigationnelle. Vous écartez progressivement de votre objectif initial, voire même de manière extrêmement importante. Et par hasard, à un moment donné, vous voyez apparaître, pas forcément d'ailleurs une recommandation, ça peut être votre état d'esprit est préparé, donc vous allez être attiré par une couleur, ça peut être un son, ça peut être peu importe. En tout cas, votre état d'esprit est tel
que vous êtes réceptif à une recommandation totalement inattendue, parce que décalée par rapport à votre recherche initiale, mais qui correspond à un centre d'intérêt chez vous, et ça déclenche la décision impulsive. Ce que vous n'étiez pas à rechercher, et finalement, c'est avec ça que vous allez repartir. Donc c'est l'anti-algorithme, enfin c'est l'anti-Criteo dans un sens. Hein Super content d'être là. Ça se rapproche quand même de la partie Figaro. C'est-à-dire vous naviguez sur du contenu, voilà. Vous pensez à autre chose et on vous propose. Alors c'est complémentaire, c'est évidemment complémentaire. complémentaire. Donc oui. Vous, votre algorithme, il vise à essayer d'identifier ce que je ne pensais pas chercher, mais qu'en fait je cherchais. Alors, il va finir par et m'embrouiller. Que je vais acheter. Et que finalement j'achète. Donc je vais rentrer en errance, je vais sûrement faire un truc irrationnel à la fin. En fait, si vous voulez, oui, c'est ça. Le problème, c'est que à l'état naturel, ce phénomène, il se produit par hasard. Bon, quand même, la problématique à laquelle on s'est attaqué, c'est de le modéliser. Mais effectivement, la technologie que l'on a mise au point fonctionne quasiment en 2 étapes, si vous voulez. La première, c'est que c'est très important de savoir si vous êtes dans un état réceptif à quelque chose d'inattendu. Parce que si vous savez exactement ce que vous cherchez, enfin, messieurs, si votre épouse vous a demandé d'aller chercher un pot de confiture au supermarché du coin, d'abord vous avez intérêt à ramener un pot de confiture, sinon ça va barder. Donc vous êtes concentré sur votre objectif et vous ramenez un pot de confiture. Mais il peut ramener aussi des fleurs, par exemple. Eh bien voilà, vous voyez, ça c'est l'intuition féminine. Et ça, j'allais dire, c'est un truc, Jean-Luc, il faudrait étudier ça. Alors, non. On a bien compris le fonctionnement, mais ça pourrait faire rire. Mais la réalité, c'est que vous l'avez testé sur un site d'e-commerce qui s'appelle pêcheur.com. Oui, pour le nommer. Pour le nommer, et vous avez eu des résultats plutôt intéressants. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ce qui marche bien sur pêcheur.com et nous donner quelques idées de résultats? Voilà. Alors, quand même, un petit mot sur pêcheur.com, parce que d'aucuns on le connaît très bien. Hein. On n'y vend que des cannes à pêche. Bon, je ne suis pas là pour faire la promotion du site, mais c'est important de comprendre qu'en réalité, enfin nous avec Jean-Luc, Olivier Bernasson ne le sait pas, mais là il va le savoir, on dit c'est un peu un vieux pêche, c'est un vieux campeur, quoi. Un peu comme le vieux campeur. C'est-à-dire, en fait, c'est pas que des cannes à pêche, c'est aussi la chasse, voilà, c'est la il nature, est sur les loisirs, c'est les randonnées, c'est les loisirs, etc., etc. Donc le décalage est possible. Donc je peux partir à la pêche à un hameçon et me retrouver proposer quelque chose de totalement décalé, mais en lien avec un centre d'intérêt. Sinon, c'est un truc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors moi, mon centre d'intérêt, c'est que vous me donniez un exemple précis. Alors, on y va. Je n'ai peut-être que j'y pense pas, mais en fait là, là, consciemment, je suis là-dessus. Donnez-moi un exemple précis. Il a fallu naviguer un peu et errer, mais... bon, alors, de ce que vous avez fait sur Pêcheur. Juste, on rigole, mais... de ce que vous avez fait sur Pêcheur. Alors, les résultats sont bons. Enfin, d'ailleurs... Bon, Olivier Bernasson dit qu'ils sont très bons, mais... non, les résultats sont bons. Donnez-moi un exemple, sinon j'appelle la sécurité. Vous voulez des chiffres? Voilà, les chiffres et puis un exemple. Moi, je veux savoir ce qu'ils ont acheté de surprenant, voilà. en fait, qui ne soit pas une canne à pêche. Donc, pêcheur.com a mis votre techno sur son site. Oui. Et donc, quand on est sur une page, parce qu'il faut que les gens comprennent, quand on est sur une page qui présente, par exemple, des produits pour l'escalade, là, votre techno permet d'afficher un widget. Oui, c'est un slider, en fait. Voilà, un slider qui va proposer d'autres produits, c'est ça? Du catalogue. Hein. Du catalogue de pêcheur.com. Oui. Et derrière, quel résultat on a obtenu? Le résultat, c'est que les paniers moyens ont augmenté de 27%. Alors ça, c'est super. Voilà. Que les taux se maintiennent, c'est-à-dire là, ça fait 2 mois que ça fonctionne aujourd'hui. Que comment dire, le taux de clic. Le taux de clic est également extrêmement important. Il faut bien comprendre que ce truc-là ne surgit que dans certains cas de figure. Donc c'est un peu dire, ok, il y a 9% des
des gens qui cliquent sur les recommandations et le taux de transformation est de peut-être 1,5%. Alors bon, je ne sais pas si je peux donner... Il y a des chiffres, je ne sais pas si Olivier m'autorisera à les donner, mais globalement, sur les 2 mois, ce qui a été apporté par la technologie représente, je crois, autour de 1,5% du chiffre d'affaires. Bon, et c'est du chiffre d'affaires incrémental, Olivier. Excellent. Voilà, c'est du chiffre d'affaires incrémental. Exactement. Voilà. Et donc, ça marche bien. Et vous annoncez aujourd'hui sur la FEVAD que vous faites une première levée de fonds, c'est ça? Oui. Alors, de combien? On réserve ça effectivement à la FEVAD. D'abord, ça date d'hier. Donc, on a levé hier 2 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement européen qui... Félicitations. Alors, j'espère que ce n'est pas une décision impulsive qu'ils ont prise. Ah bah oui, il faut espérer. Et qu'ils ne vont pas la regretter. Mais en tout cas, on s'est engagé vis-à-vis de lui à créer de l'émotion. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va revenir. Donc, merci, on a bien compris. Et vous pourrez aller voir sur le site comment ça fonctionne, voir les démos. Et au-delà, on l'a un peu fait à la rigolade parce que c'est un peu comme ça qu'on l'avait prévu. Mais allez voir parce qu'il y a des chiffres assez précis sur ce que permet cet outil, qui est sans doute complémentaire d'autres outils. Vous, c'est comme ça que vous le présentez, en fait. Il n'est pas à la place d'autres outils, il est complémentaire. Moi, je reviens à Thomas. Je pensais à Facebook. Est-ce que tu pensais à Facebook aussi? Parce qu'on avait dit qu'on penserait à Facebook à un moment. Je suis à fond dans l'émotion. Voilà. Donc on a pas mal de marchands qui nous disent qu'ils sont pas contents de leur campagne sur Facebook. Ouais. Mais en fait, toi, tu dis que si, Facebook, on peut faire de très bons résultats sur Facebook à condition de bien l'utiliser. Ouais, c'est pas facile. Là. Non, c'est pas facile. C'est bon. Alors Facebook, oui, on peut faire de très bonnes campagnes sur Facebook, avec ou sans émotion. On peut faire des trucs assez sympas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est connecté à l'ADEX Facebook. Ça semble vachement sérieux d'un coup. On est connecté à l'ADEX Facebook qui nous permet en fait de faire de l'achat totalement personnalisé et de considérer Facebook comme un publisher, comme un autre. Et quand on fait ça, on arrive très sincèrement à des résultats qui sont extrêmement bons, puisqu'en fait on génère du pur business incrémental pour nos clients. Donc je ne peux pas donner les chiffres, mais on est dans quelque chose qui est assez significatif, suffisamment significatif pour que quelques points de croissance supplémentaires, c'est important pour un e-commerçant. Avec un bon ROI? Avec le ROI, exactement le même ROI que la campagne normale, puisque la logique, c'est un publisher parmi tant d'autres. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pilote au ROI global de la campagne et qu'on génère un trafic supplémentaire de quelques pourcents, un trafic et des ventes supplémentaires de quelques pourcents, ce qui est intéressant pour les commerçants. Donc si ça fonctionne, ce qui fonctionne effectivement un peu moins bien, c'est quand vous achetez en direct dans des logiques pas user-centrique, parce que là, pour le coup, vous n'avez pas la notion de performance, mais quand on le considère comme un publisher parmi tant d'autres, et qu'on applique la même technologie, la même recommandation et la même performance, on arrive à générer du business incrémental pour les e-commerçants. Donc Facebook, il ne faut pas l'acheter en direct, il faut l'acheter via des plateformes Je ne vais pas dire ça parce que je vais me faire... non. C'est ce que tu penses. Je dis que ce qui fonctionne bien pour les e-commerçants, c'est effectivement d'acheter Facebook sur l'ADEX dans une logique qui est j'étends ma base de publishers et je vais toucher mon utilisateur, y compris sur Facebook, mais avec exactement les mêmes règles que ce que je le fais sur Le Figaro. Et alors, Aurore, vous conseillez vos clients pour amplifier l'audience sociale, oui, c'est ça? Exactement. Nous, en fait, on a commencé à travailler avec Facebook. Enfin, d'ailleurs, plutôt, on a commencé à travailler avec Twitter. Puisqu'on a la chance d'avoir une communauté de journalistes très forte, qui elle-même est acteur sur Twitter, et on s'est dit, au fond, c'est un petit peu idiot d'avoir tous ces journalistes qui tweetent, et on n'en fait rien. Et sur Facebook aussi, on a 2,4 millions de fans maintenant au global, et on s'est dit, mais au fond, si on touchait les amis de nos amis, ça pourrait amplifier de façon phénoménale les retombées de nos audiences. Et sur nos plateformes, parce qu'on a créé des grosses plateformes de marque pour des annonceurs, avec de la vidéo, de la data bien évidemment, mais du print, du web, du mobile, on a amplifié vraiment. Ça a été une véritable caisse de résonance, un peu façon télévision. Vous pouvez donner un ordre d'idée du levier d'amplification? Non, parce que je ne suis pas sûre que l'annonceur aimerait communiquer ces chiffres-là. On n'est pas l'annonceur, on peut donner ces chiffres sans dire qui est l'annonceur. Ça dépend des contenus.
La morale de l'histoire, c'est que ça dépend des contenus, ça dépend de la façon dont on engage ces communautés, ça dépend aussi des tickets d'entrée qu'on y met, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des seuils en dessous duquel ça ne marche pas, et il y a des seuils où ça marche. Et alors nous, on a travaillé avec Facebook ou Twitter sur la recommandation, et c'est eux qui ont été acteurs de qu'est-ce qu'il faut faire chez nous, en fait. Ça marche plutôt bien, en tout cas les annonceurs sont très contents, et on continue à travailler sur ces pistes d'exploration, d'extension d'audience au travers des réseaux sociaux. Merci à tous les trois sur cette note positive.